bascule sur la table ronde dont l'annonce a été faite par notre président en ouverture, avec un titre peut-être un peu provocateur, Covid-19 et après. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Covid, de la crise actuelle, de la même manière qu'on a beaucoup parlé du télétravail, mais quid de l'après? Est-ce que c'était une simple parenthèse ou une rupture véritable par rapport à ce que nous connaissions auparavant? Mon sentiment, et on l'a suffisamment expliqué, détaillé dans les différentes productions de l'Observatoire, c'est que non, on est dans un continuum et cette crise du Covid a davantage été finalement un accélérateur d'un certain nombre de mouvements de fond qui étaient déjà engagés voire depuis plusieurs décennies, le mouvement de servicialisation, c'est pas facile à dire, dans lequel s'est engagé le secteur de l'assurance, existe depuis déjà plusieurs décennies. Ceux qui ont quelques poils blancs en haut ou en bas peuvent en parler. Donc voilà. Donc qu'en est-il précisément ? L'été approche, nous avons le sentiment que le bout du tunnel est proche, même si malheureusement le risque sanitaire est toujours présent. On parle beaucoup du fameux variant Delta, dont le taux d'incidence qui fait grimper le taux d'incidence. Dans les grandes tendances qui traversent l'assurance, que à la fois Narges Bensmina et Michel Payet viennent de nous présenter, il ressort clairement que l'expérience collective que nous venons et que nous sommes encore largement en train de vivre du fait de cette crise aura des effets durables sur notre rapport à l'entreprise et plus largement encore sur le rapport au travail. Alors Covid-19 et après, rupture ou parencelle, c'est la question fil rouge de cette table ronde. Pour tenter d'y répondre, je rappelle quels sont les intervenants donc, qui ont accepté d'y participer, que je remercie chaleureusement, par ordre alphabétique, donc qui profite à Jean-François Carrette, directeur des affaires sociales de la Fédération des sociétés d'expertise, Nathalie Christian, directeur ou directrice l'expérience collaborateur du groupe Malakoff Humanis. On connaît les UX designers, les responsables de l'expérience client. Là, vous nous parlerez plus précisément de l'expérience des collaborateurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Bénédicte Crété d'Andricourt, faut-il la présenter encore, DRH du groupe Groupama, qui a été également la marraine du club RH. Je fais un petit peu de pub à côté de ça, parce que c'est une association de la 1901. Donc voilà, nous n'avons rien d'autre à vendre que nos convictions. Du Cercle Lab, et puis Caroline Del Torchio, bien connue de la profession, directrice chez Identité RH, et puis auteur du livre 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, coécrit avec quelqu'un qu'on connaît bien aussi et qu'on avait invité il y a quelques années à l'Observatoire. Je veux parler de Thibaut Brière, philosophe des organisations. Et votre serviteur, pour animer cette séquence. Justement, trois grandes séquences marqueront cette table ronde. Rupture ou parenthèse pour les ressources humaines, alors aussi bien les directions des ressources humaines que l'ensemble des salariés de l'entreprise, alors les salariés et des partenaires de l'entreprise, vaste question qui suppose sans doute en premier lieu de s'interroger sur les enseignements à tirer de la période. Alors après plus d'un an maintenant de confinement, déconfinement, reconfinement, au gré des vagues qui se sont succédées, quelles ont été les grandes catégories de problématiques auxquelles il a fallu répondre? Ce que je vous propose, c'est que Caroline commence déjà à nous faire un petit panorama général du fait de sa présence et de son implication dans de nombreuses entreprises du secteur et puis même au-delà du secteur. Caroline, c'est à vous. Oui, merci Norbert. Donc, déjà, moi, je vais répondre essentiellement à la question de savoir quelles sont les grandes problématiques auxquelles la fonction RH a dû répondre pendant cette crise. Donc, les DRH sont mobilisés pour assurer la continuité de l'activité dans une première période et dans un second temps, pour créer les conditions de succès de la reprise. Donc, la fonction RH a clairement, je pense qu'il faut le dire, gagné en légitimité pendant cette période par sa réactivité, sa capacité à intégrer les contraintes multiples. Alors, quelles sont ces problématiques du coup qui ont dû être gérées? Moi, j'en note 7 principalement, il y en a probablement d'autres. Petit 1, le fait d'améliorer en continu l'expérience du télétravail. Donc pour ça, il y a eu l'acceptabilité du télétravail qui a été mesurée en continu grâce à des enquêtes qui ont permis de mesurer au fil du temps l'expérience télétravail. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que ces enquêtes ont fait ressortir dans les premiers mois une très large acceptation du télétravail, on pourrait même parler d'enthousiasme. Cet enthousiasme était moindre lors du reconfinement de l'automne 2020.
Est-ce qu'à ce moment-là, on a détecté des nouvelles craintes, comme le sentiment de solitude, l'addiction aux écrans, qui était ce qui revenait souvent. On a aussi beaucoup parlé d'épuisement professionnel et de stress. Et donc, quelque part, toutes ces enquêtes, je crois qu'elles sont maintenant bien ancrées dans les modes de fonctionnement et probablement, on en discutera, elles seront pérennisées dans les organisations. Quelle autre problématique a dû être gérée pendant cette crise? Le fait de devoir trouver des solutions pour intégrer les nouveaux collaborateurs. Ça, c'est vraiment une inquiétude qui revient assez souvent, qui est revenue souvent de la part des managers. Comment intégrer les nouveaux collaborateurs pendant ces périodes, notamment de confinement? Et donc, de nouveaux protocoles, de nouveaux dispositifs d'intégration des collaborateurs ont été mis en place et proposés notamment par les équipes RH. Voilà, parce que on a pu constater ces jeunes collaborateurs notamment une certaine dégradation progressive du moral, avec davantage de fatigue, d'inquiétude et parfois même une moindre motivation. Donc ces protocoles sont venus, ces nouvelles protocoles ou méthodes d'intégration sont venus contrecarrer quelque part ces premiers constats. Troisièmement, ce qu'ont fait les DRH, c'est qu'elles ont déployé de nouveaux outils auprès des managers et des collaborateurs. Donc les managers ont fait l'expérience des difficultés du management à distance auxquelles ils n'étaient pas tous préparés. Donc ils ont eu besoin de nouveaux outils pour renforcer la connexion avec leurs équipes. Et les DRH, en partenariat, et là il y a vraiment eu un travail main dans la main avec les DSI, ont sélectionné les meilleurs outils disponibles en un temps record pour assurer les actions de communication, de formation des managers, des collaborateurs, et puis tout le travail d'appropriation de ces nouveaux outils qui ont été, on peut le dire, très très bien intégrés au sein des équipes. Ce qui a dû également être mis en place, on va passer rapidement, mais c'est évidemment ce qui a dû être géré, c'est toutes les contraintes liées à la crise sanitaire. Évidemment, pendant la pandémie, bien-être, santé, sécurité sont devenues des préoccupations majeures pour les DRH, avec la mise en place des équipements nécessaires et des protocoles sanitaires pour prévenir les risques liés à la Covid. Je pense que ce qui va rester de tout cela, c'est le fait de probablement réinventer un peu l'approche de la santé au travail, avec cette thématique effectivement de la santé psychologique dont on parle beaucoup maintenant et de plus en plus. Je pense que c'est un sujet dont les collaborateurs et les managers parlent plus librement. Donc c'est probablement ça qui va rester. Ce qu'ont dû faire aussi très rapidement les DRH, les problématiques qui ont dû être gérées, c'est le fait d'identifier les postes éligibles au télétravail, et puis évidemment adapter le cadre réglementaire avec tous ces accords qui ont été signés pendant la période. Mais ça, je pense que ça vous parle. Voilà, très rapidement. Merci Caroline déjà pour ce premier tour d'horizon. C'est vrai qu'on a le sentiment que les DG ne se déplaçaient plus sans leur DRH pendant toute cette période. On a vu la fonction RH sur tous les sujets, logistique, sécurité au travail bien évidemment, QVT, sur tous les sujets on a vu les DRH en première ligne, comme rarement on avait pu les voir. Alors c'est vrai que bien souvent, quand on ne sait pas à qui adresser un problème, on se tourne vers le DRH, c'est un grand classique. Je pense que vous ne direz pas le contraire. Est-ce que, quels sont les premiers enseignements que vous tirez de cette crise-là? Je me tourne assez naturellement vers Bénédicte, puis après on regardera également, et puis Jean-François, mais du côté des salariés aussi, est-ce qu'il y a un retour sur quoi est-ce qu'il a fallu être peut-être plus davantage attentif? Alors au bien-être, c'est un peu une tarte à la crème, mais aux irritants auxquels étaient confrontés les collaborateurs dans cette période aussi particulière? Alors, peut-être pour répondre, je dirais c'est une période qu'on englobe maintenant, mais en fait, on a 15 mois avec des situations très différentes. C'est-à-dire que le premier confinement ne ressemble en rien au troisième, et ça a marqué et donné une empreinte différente dans l'action aussi des DRH au sein des entreprises et la façon dont les collaborateurs ont pu vivre cette situation. Caroline, vous venez de dire, vous avez listé un certain nombre de problématiques. Je dirais que les DRH, mais comme dans l'entreprise et comme les DG, on a fait face à l'inconnu. Mais l'inconnu avec un grand I, c'est-à-dire que effectivement à un moment on s'est dit c'est un PCA grandeur nature, comment on fait? Et dans les éléments, je pense que ce qui a en tout cas
vu de l'intérieur et chez Groupama, c'est un élément de communication. Il y a eu bien sûr les enjeux de santé-sécurité qui ont été vraiment la marque de fabrique et notamment du premier confinement. On ne s'est pas posé la question, on n'a même pas listé les postes éligibles. Tout le monde est passé en télétravail. Éligible, pas éligible, c'était une question de mettre tout le monde à l'abri, si on regarde les choses quand même avec un petit peu de recul. Après, ce qui a été important, et je pense dans les fils rouges de l'expérience du collaborateur, on a eu à cœur de communiquer régulièrement. On a une direction générale donc, qui s'est mobilisée sous différentes formes, et c'est un peu là où ça a commencé à faire preuve de créativité, des formes de podcast, des formes d'interviews, des formes de donner des informations, d'être très factuel auprès des collaborateurs, parce que finalement, on était loin. Les premiers usages et la généralisation du travail n'étaient pas encore, on n'était pas très acclimatés à cette situation-là. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'était en tout cas un élément de fabrique. Et puis après, un des enjeux en termes RH, ça a été, et je reprendrai Norbert, un des thèmes que vous avez utilisé dans votre chronique, c'est garder une unité de vie. Et dans les enseignements, c'est de sortir de la crise groupée. C'est de ne pas avoir une entreprise qui se soit disloquée. On a eu au fur et à mesure des personnes qui étaient sur site, on a eu des personnes qui sont restées en télétravail, il y en a qui sont... Enfin, toutes ces situations, on a été attentifs, je pense, à les faire vivre dans un collectif mouvant, bien évidemment, mais qu'on sorte de là en appartenant toujours à une entreprise, à un groupe, sans se demander à un moment pourquoi on irait travailler, parce que finalement, chez qui je travaille. Et ça, c'était très important de pouvoir garder d'une façon ou d'une autre l'engagement, de raccrocher le collaborateur, les managers, enfin le collectif vraiment à l'entreprise, parce qu'il a fallu très vite, moi je dis souvent, inventer la vie qui allait avec. Et donc à partir de là, j'allais dire presque tout était permis. Et il a fallu faire preuve de créativité, d'idées. Et je pense que c'est cette autorisation, cette ouverture sur lesquelles les DRH ont pas mal pesé. Et on dit, alors DG, on va gérer. Jean-François, au niveau de la branche que vous animez, est-ce que les remontées que vous avez eues des DRH allaient aussi dans le même sens? Je vois opiner, effectivement. Oui, je crois qu'on partage tous déjà un corpus commun de ces constats-là. Moi, d'abord, je soulignerais, mais ça a été dit aussi par Caroline, puis je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais je crois qu'il faut le souligner, la formidable capacité d'adaptation en un temps record de tous les collaborateurs, de tous les managers. Bon, contraint et forcé, mais quand même, il a fallu le faire, et ça, je trouve que c'est assez remarquable. Enfin, voilà. Alors nous, on est, là aussi, Caroline disait, c'est plus une accentuation qu'une logique de rupture, donc on se reconnaît un peu là-dedans, puisque ce qui caractérise notre secteur, c'est donc l'expertise dommage aux biens, essentiellement, donc ça veut dire le travail pour les experts, déjà un travail à distance de fait, puisque ça se passe chez l'assuré, sinistré. Donc, on a toute une population expert qui n'a pas découvert, mais par contre, sur lesquels on pesait des contraintes particulières sanitaires du fait d'intervenir chez des particuliers, chez des professionnels et des entreprises. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, toute une population de personnes sédentaires pour lesquelles ça a été une vraie découverte. Donc, la conséquence de ça a été chez nous, dans tout le secteur, une généralisation du télétravail, et y compris des accords de télétravail, c'est-à-dire que voilà, on avait bien sûr ici et là des accords en gestation, en expérimentation, mais là, pour le coup, et c'est en train de continuer à se faire, il y a une généralisation maintenant de ces accords. On a même parfois quelques innovations, en tout cas pour nous, pour notre secteur, puisqu'on a une des entreprises du secteur qui vient, c'est paru dans la presse, donc c'est Saretec pour ne pas le nommer, qui a conclu un accord d'annualisation du télétravail. Donc ça, je trouve ça intéressant, parce que on fait sauter la contrainte hebdomadaire en quelque sorte. Donc il y a des occasions d'innovation aussi qui se font là-dedans. Donc ça, c'est le premier enseignement que je tirerais, généralisation et cadrage. Donc ouverture générale et cadrage aussi, parce qu'il faut garder des normes collectives. Et puis alors il y a le deuxième enseignement, la dématérialisation générale, les outils de communication à distance, d'animation.
La formation à distance, peut-être qu'on en reparlera après dans le rôle des RH tout à l'heure dans l'accompagnement de tout ça, mais là, ça c'est aussi un formidable élan vers donner plus d'accès à la formation à des populations qui parfois sont un peu loin et sont parfois un peu réticentes à venir en présentiel. Et donc, la formation à distance, il y a un formidable élan qui peut être donné par rapport à ça. Donc, tout ce qui tourne autour de la dématérialisation, ça c'est un bel enseignement chez nous. Et puis, ce qui me paraît aussi être important, c'est finalement, il y a une tension un peu qui s'est créée et qu'on est en train de gérer, que tout le monde est en train de gérer, entre une dimension très individualisée de la relation entre le salarié et l'entreprise. Parce qu'il faut faire attention à chacun, parce qu'on dit aux managers, repérez les signaux faibles, intéressez-vous à la personne et pas simplement au salarié. Donc, on est aussi en train de passer de... le salarié, c'est aussi une personne qu'il faut prendre en compte dans son environnement. Donc, ça, c'est un peu nouveau. Donc, il y a une dimension très individualisée, finalement. Et puis, à côté de ça, comme le disait Bénédicte, il faut bien maintenir du collectif. Il faut un cadre commun. Et donc, il y a une articulation qui est à faire là-dedans. Donc là aussi, il y a un travail qui est en cours. Et pour les DRH, c'est une source inépuisable. Et puis, à l'intérieur de cette tension-là, enfin au carrefour un petit peu, puis on y reviendra aussi, je pense, il y a, je trouve, le manager. Et le manager, on en parlait tout à l'heure en préparant un peu, on a toujours tendance à dire ça c'est le manager, donc il va s'en occuper, c'est très bien, on décentralise, c'est parfait. Et moi je dis mais le manager c'est aussi un collaborateur comme les autres, quelque part, et qui s'occupe des managers. Bon, voilà, donc ça, je lance un peu la balle, mais puis on reprendra peut-être après. Mais enfin voilà, pour moi, les points saillants sont autour de ces grands sujets-là. Ok, merci. Je me tourne naturellement vers Nathalie. Alors déjà, directrice de l'expérience collaborateur. C'est un poste qu'on a peut-être, à titre personnel, malheureusement pas suffisamment l'opportunité de trouver dans les entreprises. Est-ce que pour tout le monde, vous pouvez déjà préciser à grosse maille en quoi consiste votre mission principale ? Alors, ma mission principale, alors déjà, c'est un poste effectivement qui s'est créé au moment du rapprochement entre Malakoff, Médéric et Humanis pour créer cette expérience. Quelle est l'expérience que je vis dans ce nouveau groupe et comment je fais pour avoir une belle expérience dans le groupe ? Alors, expérience, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir accompagner le collaborateur dans tous ses actes quotidiens, dans son parcours, dans ses moments clés, dans son évolution. C'est ça l'expérience. Donc effectivement, c'est assez vaste, puisque ça touche un peu tous les aspects que vit le collaborateur au quotidien. Que ce soit des côtés outils, du collectif de travail, de la culture, des services, de la RH bien sûr, etc. Donc c'est assez large en fait comme périmètre d'intervention. Alors, du coup, dans la crise du Covid, j'imagine que... Et du coup, dans la crise du Covid, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'expérience collaborateur, elle a complètement explosé en termes d'activité. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Donc, on s'est dit... Donc, c'est une équipe qui a été créée, petite équipe. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier la vie des collaborateurs et pour garder le contact ? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? On a vu arriver, et comme l'a rappelé Bénédicte, effectivement, des informations de la RH, des informations de la communication, un certain nombre de mesures à adopter, l'utilisation des outils. Enfin, le collaborateur, il s'est retrouvé avec plein d'informations qui lui arrivaient. Et nous, en fait, on a pris la décision de se dire, on va simplifier tout cet accès à l'information. On va le rendre agréable. On va le rendre facile à utiliser. On va essayer vraiment de simplifier la vie. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un chatbot. On a créé une communauté de collaborateurs et on leur a dit de quoi vous avez besoin. Et au fur et à mesure des besoins, on a enrichi le chatbot. On a commencé par des questions relatives au Covid, puis la RH, puis des choses autour de comment j'utilise mes outils, comment j'utilise Teams, comment j'utilise le BIOD, comment j'ai accès à telle ou telle information, la QVT. Et puis, effectivement, et du coup, c'est ce compagnon, la communication nous a aussi beaucoup aidé à en faire un compagnon sympathique. Oui, mais c'est important. Oui. Qui communiquait tout le temps. À chaque fois qu'il y avait une communication, le compagnon avait la réponse. Donc, on trouvait toujours la réponse. Et vis-à-vis des managers, eh bien, on a fait la même chose. C'est-à-dire, on s'est dit, mais de quoi a besoin le manager pour pouvoir justement vivre toute cette période ? Et on leur a posé la question, de quoi avez-vous besoin ? Et c'est là qu'on a mis à disposition des outils d'animation à distance, qu'on a mis à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir faire des ateliers d'idéation, pour pouvoir faire des brainstorming, pour pouvoir piloter à distance. Et au fur et à mesure, on a monté avec eux un certain nombre de dispositifs
ce petit chatbot Léonard, il intègre tout ça. Il est maintenant utilisé par les 10 000 collaborateurs, tous les managers, et il est régulièrement challengé. Actuellement, son sujet du moment, c'est le retour sur site. Parce que bien évidemment, après toute cette période de confinement, on a aussi organisé le retour sur site. Et ce retour sur site, on l'a plutôt organisé en se disant, les gens ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de se retrouver en équipe. Ils ont besoin de se retrouver en vrai. Et ils ont besoin justement, bien évidemment, tout en respectant les mesures sanitaires, de retrouver cette convivialité au bureau. Et donc, on a organisé aussi tout le retour sur site, d'abord avec les managers, pour déjà faire en sorte qu'ils se retrouvent, puis organiser le retour des collaborateurs. Et dans une deuxième vague, on a organisé le retour des collaborateurs qui reviennent maintenant à raison de 2 jours par semaine. Donc, on a organisé toute la dynamique. Donc, on a appris plein de choses parce que ce bot, on lui pose plein de questions. On nous pose plein de questions au niveau de l'expérience collaborateur. On a beaucoup accompagné de direction pour justement simplifier la vie. Voilà un petit peu toute l'expérience qu'on en a retirée. Et donc, on a retiré plein d'activités. Un compagnon supplémentaire, même s'il est virtuel. Ce qui me paraît intéressant aussi, peut-être de rappeler, même si c'est une évidence pour tout le monde, c'est que si le système a tenu globalement, c'est sans doute parce que les collectifs de travail, la solidité des collectifs de travail avait été construite auparavant, préexistait auparavant. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à cette expérience du télétravail forcé, c'est que finalement, il a fallu trouver, c'est ce que vous soulignez les uns et les autres, trouver notamment pour les managers le bon équilibre entre je me soucie de la personne et pas simplement du collaborateur, dans le respect de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, sans ingérence, ce qui était quand même quelque chose de relativement contradictoire, enfin une injonction relativement contradictoire pour les managers qui devaient aussi s'occuper d'eux-mêmes, voire aussi de leurs enfants qui n'allaient pas à l'école. Et donc, il fallait bien faire la classe. Ça a dû être quand même difficile de concilier tout cela. Oui, Jean-François. Oui, non, parce que j'écoute Nathalie, puis Norbert renchérit aussi là-dessus. C'est vrai que la question du collectif, alors les collectifs ont été construits avant, donc ça a permis de tenir, bien évidemment. Mais je trouve aussi que les collaborateurs re-questionnent finalement l'entreprise sur ce qu'on va appeler le travail en mode hybride, c'est-à-dire en gros, moi, pas plus tard qu'hier matin, il y avait une collaboratrice que je croise et qui me dit mais en fait, moi, pourquoi je viens au bureau, pour faire quoi? C'est-à-dire, si c'est pour faire exactement ce que je fais chez moi, sans avoir les déplacements à faire, etc., bof, je le fais en télétravail chez moi et c'est très bien. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je fais chez moi, qu'est-ce que je fais au bureau? Et donc, ça ouvre aussi tout le champ de flex office, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là, il y a un questionnement aussi de recomposition d'une unité de travail, d'une équipe, et sans doute que ça va vers le fait que, en effet, le bureau, le présentiel, peut-être davantage orienté vers convivialité, échange, moment aussi, moment corporate entre guillemets, un peu descendant parce qu'il en faut aussi, et versus je suis chez moi parce que j'ai un truc à produire, un projet, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant aussi d'aller là-dedans. C'est effectivement toute une dynamique que nous on va enclencher parce qu'en fait ce retour il est encore particulier. Tu parlais des différentes périodes, mais je pense que cette période-là, c'est comment maintenant je vais installer ce travail hybride dans le temps, parce que c'est encore une autre période. Et effectivement, il va falloir se poser des questions. C'est quoi mon collectif? Ma relation de confiance, elle s'organise comment? Comment j'organise mon environnement de travail, le rôle du manager. Il y a un certain nombre de thématiques en fait qu'il faut qu'on se pose parce que c'est encore un nouveau modèle qu'on est finalement en train d'organiser et les métiers vont réagir différemment en fonction de leurs besoins. Est-ce que je fais plus des réunions au bureau ou à distance? Est-ce que je suis plus là pour faire des projets ou des dossiers spécifiques? Enfin, je pense qu'il va y avoir des spécificités qui vont s'organiser. Et c'est pour moi, charge aux collaborateurs et aux managers de trouver le bon équilibre. On peut aider, mais qui va se faire, pour moi, par itération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas la réponse au modèle qui va s'inscrire. On voit bien que finalement, c'est très simple quand tout le monde est en télétravail ou quand tout le monde est à la maison. Après, c'est ne serait-ce que pour tenir une réunion,
quand on est dans les transports, c'est pas une question d'être chez soi ou d'être au bureau, c'est que matériellement, c'est pas possible. Donc, c'est d'arriver à recomposer ces sujets-là, tout en essayant. Moi, il y a un sujet, on l'a vu sur le télétravail, il y avait des activités qui n'étaient pas télétravaillables, qui sont passées par la force des choses. C'est la tendance qu'il peut y avoir à découper une activité en tâches. Et moi, je trouve que c'est un point d'attention parce que ça nie aussi les interactions, les connexions qu'il peut y avoir d'un collaborateur dans un collectif qui n'est pas forcément dans son équipe, mais c'est son rôle dans un collectif plus large d'interaction avec d'autres équipes. Et finalement, de réfléchir en disant « je suis éligible au télétravail », ce qui est légitime comme demande, mais de compartimenter son activité en se disant « ça, je peux le faire en télétravail et cette tâche-là, je peux la faire et celle-là, je dois la faire en présentiel », pour moi, c'est un exercice qui est pas si évident que ça parce que ça revient finalement à découper une activité qui se faisait en lien, en interaction avec d'autres. Donc, c'est le point peut-être d'attention. Et il ne faudrait pas que la transformation qui est en cours nous fasse reculer et nous rebascule au temps du taylorisme avec la partialisation du travail. Voilà, c'est le risque à éviter. C'est ce qui me venait effectivement, on n'a rien pensé. Est-ce que finalement, à l'extrême, on pourrait aller sur une recomposition de l'activité avec ce découpage à la tâche qui recompose des postes différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire et qui crée finalement une dichotomie entre ce qui est télétravaillable et donc on recompose un poste à 100% télétravaillable et puis des postes pour lesquels il y a strictement rien à télétravailler. Ce qui du coup ferait perdre effectivement, à la fois c'est la force de ces collectifs de travail et puis le sens, l'intérêt de la contribution de chacun à un tout collectif, alors même qu'il me semble qu'un sens profond de cette révolution servicielle par rapport à l'ère industrielle, c'est précisément de revenir à considérer que produire est une œuvre collective. Ce qu'on avait un peu perdu avec ces phénomènes de taylorisation ou de fordisation, si on veut être plus précis. Petite précision pour les personnes qui nous suivent sur le webinaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions en direct live. Pour tout vous dire, j'ai la petite machine devant moi et je vois les questions apparaître au fur et à mesure. On va essayer de les traiter dans le fil. Par exemple, une question de Thierry T, je ne sais pas qui c'est, qui nous dit « Que peuvent venir nos intervenants sur la place et le rôle des instances représentatives du personnel pendant la période et à l'avenir, dans la mesure où les conditions de travail sont aussi du ressort du CSE ?» Voilà une question qu'un vice-président de l'Observatoire aurait pu poser, par exemple. Par exemple. Toute ressemblance avec... serait fortuite et involontaire. Je dirais que la place, elle est centrale et on l'a vu quand même sur la gestion de la crise. On a commencé en disant le rôle des DRH, mais j'allais dire les DRH, ils ont des partenaires, ils ont des représentants des organisations syndicales avec eux. On n'a pas fait tout seul en claquant des doigts. Et ça, c'est un enseignement aussi. Je pense que dans beaucoup d'endroits, en tout cas chez Groupama, c'est ce qui nous a été dit avec la variété d'entreprises qu'il y a dans le groupe. Il y a vraiment eu une autre approche et une autre découverte du dialogue social. On a fait le choix rapidement d'apporter des réponses locales et de ne pas s'embarquer dans des grandes négociations de groupe avec des principes et autres. On avait des principes directeurs, mais finalement, les situations étant suffisamment hétérogènes dans les entreprises, le dialogue social s'est vraiment tenu à ce niveau-là. Et donc ça, c'était un point important. Et je pense que, oui, il y a on en parlera sûrement de confiance, mais moi, je dirais qu'il y a une vraie confiance qui a pu se créer, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça, avec les partenaires sociaux. D'abord parce que je pense qu'on était aussi tous confrontés un peu aux mêmes problématiques. Le bon sens nous a liés. Parce que finalement, quand on ne sait pas, on se dit comment on pourrait faire avec un peu d'intuition, un peu de bon sens et un peu d'écoute des collaborateurs. C'était aussi une façon différente pour les partenaires sociaux de travailler, parce que alors là, pour le coup, ça fera l'objet d'autres débats, mais en termes de communication syndicale, en termes de sentir le pouls, de prendre la température, enfin tout ça, c'était aussi une recomposition du rôle. Et je pense que sur cette dimension, c'est un enseignement aussi collectif qu'on peut tirer avec les représentants du personnel et les instances représentatives qui se sont réunis, je pense, comme jamais, et qui se sont vus comme jamais. Oui, c'est un peu ce qui, vu du côté d'Observatoire, ce qui semblait remonter en discutant avec les uns et les autres, c'est effectivement chacun a dépassé les clivages, voire les jeux de rôle, les jeux d'acteurs habituels,
parce que déjà chacun était confronté pour soi-même en tant que personne, individu, à une situation à laquelle personne n'avait été préparé, et donc il fallait aussi jouer son rôle, la fonction par rapport à cette dimension professionnelle face à des problématiques à gérer qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire. Donc à un moment donné, on remet les sujets sur la table et on se remonte les manches, et puis le pragmatisme doit être la première règle appliquée. On avait une cause commune, c'était vis-à-vis de nos collaborateurs, et puis continuer l'activité. Enfin, il y avait, quelles que soient les périodes de confinement, même si ça a été vécu différemment, mais et puis tirer les enseignements aussi. Hein. Moi, je dirais la première fois, tout le monde était en télétravail. La deuxième fois, on s'est dit il y a des métiers pour lesquels c'est vraiment compliqué, il y a une vraie dégradation. On a dit ces populations-là ne seront pas en télétravail. On l'a discuté avec les partenaires sociaux. Enfin, tous ces travaux-là me semblent, en tout cas moi, très constructifs. Voilà, je dirais même positifs. Et je pense, et je pense, donc je ne vais pas parler des instances, mais je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est vraiment faire un bilan de qu'est-ce que je retiens de cette période-là, qu'est-ce que j'ai envie de garder, parce qu'on a tous appris à travailler différemment. Donc qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai vraiment pas envie de retrouver, qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer, sur quoi j'ai envie de m'appuyer, parce qu'il faut retrouver ce collectif, le collectif il existe, il est très fort. Maintenant il faut le faire vivre sur site et chez soi ou dans d'autres lieux. Et ça va être ça en fait le sujet, c'est comment je m'appuie sur cette expérience pour travailler différemment. On parlait tout à l'heure des activités. Moi, je pense que ça a permis de faire le tri entre ce que je pouvais simplifier, digitaliser, et là où il fallait que j'apporte de la valeur ajoutée. Et là, on a fait des bonds en avant, en fait, par rapport aux activités qu'on a pu réaliser, tout ce que je pouvais faire à distance, tout ce que aussi j'organisais différemment. Je pense notamment aux commerciaux qui ont parlé complètement différemment et travaillé complètement différemment avec les clients. Ils ont aussi installé une nouvelle façon de travailler. Donc, il y a tout ça qui existe maintenant, dont qu'il va falloir s'approprier et surtout utiliser pour la suite. Moi, je voulais revenir juste sur la question des instances pour prendre un angle un petit peu différent, qui est celui de la branche professionnelle, puisque en fait, je représente la Fédération des sociétés d'expertise, qui est l'instance employeur de notre branche professionnelle, et pour souligner aussi l'importance du rôle des branches, d'ailleurs, dans toutes ces affaires. Alors, il y a les entreprises et les CSE entreprises qui jouent leur rôle, et puis nous, ce qui nous caractérise dans notre secteur d'activité, c'est qu'on a aussi des TPE, ou des petites entreprises, en tout cas des entreprises de moins de 50 salariés, et qui attendent aussi de la part de leur branche professionnelle des repères, non pas des accords contraignants, mais en tout cas au moins des orientations, des guides, des idées. Donc il y a une dimension aussi service aussi qu'un organisme de branche peut apporter à des adhérents ou en tout cas des entreprises qui ne sont pas forcément équipées, qui n'ont pas de CSE ou qui n'ont pas toutes les compétences et qui attendent un petit peu de voir comment se guider là-dedans. Donc, et on a ouvert des négociations, on espère faire aboutir d'ici la fin de l'année un nouvel accord sur la base du télétravail ou du travail à distance, mais dans lequel on va embarquer aussi des sujets comme par exemple, je pense que c'est hyper important, le droit à la déconnexion, qui va aussi être embarqué là-dedans, puisqu'on a aussi cette question-là par rapport à nos salariés. On sait que partout, toutes les enquêtes le montrent d'ailleurs, il y a quand même une tendance au surinvestissement en télétravail. Donc ça, c'est encore un vaste sujet. Ça sera peut-être l'objet d'une autre table ronde à un autre moment. Mais on a toutes ces questions-là et c'est important qu'à un moment donné, ça soit aussi cadré dans quelque chose. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a vu que les principales personnes qui étaient finalement rétives ou hésitantes par rapport à cette généralisation du télétravail, qui est obligée, étaient plutôt soit dans les sphères directoriales, ou alors les managers de proximité qui se disaient, voilà, si je n'ai plus mes ouailles autour de moi, je peux pas les surveiller, je peux pas les contrôler, mais c'est assez révélateur quand même d'une certaine culture qui subsiste dans un certain nombre d'entreprises dans le monde du travail, tout simplement, et qui se sont rendus compte finalement, à la faveur de ce télétravail forcé, comme je dis, que finalement, non seulement les gens travaillaient, mais en plus ça, ils travaillaient plus, mais différemment. Donc, ce qui était une autre, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de leçons à en tirer et de remise en question d'a priori que l'on pouvait avoir les uns et les autres à tous les échelons. Une petite question qui nous est posée via le chat. Est-ce que ça vous a conduit pendant cette période-là à envisager des profils de recrutement différents ?
Alors, sur le coup, non. J'allais dire, on a continué à recruter. Plutôt. Par oui, contre, on a vu les chiffres qui restent voilà, très positifs. Très positifs. Par contre, effectivement, dans les profils de recrutement, la notion, effectivement, mais j'allais dire, c'est toujours pareil de le dire a posteriori, la notion d'adaptabilité, oui, bien sûr qu'on se dit que c'est un critère important. Après, dans l'appréciation du recrutement, comment on l'intègre, en tout cas, c'est la capacité, effectivement, à pouvoir être, je vais dire, un peu polyforme, peut-être, et assez ouvert sur je vais dire, quelqu'un qui va arriver en disant, voilà ma feuille de mission, je pense que c'est plus la grille de lecture, ou c'est pas dans ma fiche de poste, c'est pas la grille de lecture, c'est aujourd'hui, voilà comment je peux combiner, voilà quelles sont les idées. Moi, je pense que dans les profils de recrutement, et ce sera un petit clin d'œil, c'est d'avoir des personnes qui ont des convictions, parce que dans l'inconnu, il faut quand même avoir des convictions pour emmener, et un peu moins de certitude. Vous voulez réagir, Nathalie ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est quel monde, quel collectif je veux organiser. Je pense que le sujet, il est déjà là. Comment, justement, les managers, les collaborateurs veulent organiser leurs activités. Ensuite, ils vont se poser des questions de se dire, est-ce que j'ai bien toutes les compétences ? Et justement, va arriver derrière le volet, est-ce que j'ai des profils un peu spécifiques qui vont venir compléter l'équipe qui existe déjà ? Donc, je pense que c'est en fait une succession de réflexions qui sont entamées actuellement et qui vont peut-être aboutir à des profils un petit peu différents, effectivement. Et puis, il y a un autre sujet qui va être aussi l'environnement de travail. On en parlait tout à l'heure, mais les nouveaux environnements de travail, le passage en flex. Malakoff Humanis, effectivement, a déjà lancé un certain nombre de programmes et est en train, justement, d'accélérer son dispositif. Donc, je pense que c'est toute cette sphère qu'on est en train d'aborder. Le recrutement, oui, mais je pense que c'est après un certain nombre de réflexions pour savoir finalement de quoi j'ai réellement besoin et est-ce que je suis capable, par rapport à ce qui est en train de se passer, de faire évoluer les collaborateurs et est-ce que mes managers sont capables d'accompagner tout ce dispositif et à partir de là, se poser la question de profil peut-être un peu spécifique, sachant qu'on a bien vu quand même la place de la data, la place du digital dans tout ce qu'on a mis en place, bien sûr. Mais on a pas vu que aussi ça. Des profils qui se sont révélés Exactement. pendant cette crise aussi. Ah bah oui. Et c'est de dire Complètement. effectivement la cartographie, avant de savoir quelles sont les compétences complémentaires, c'est finalement de regarder, de rebalayer quand même un peu les forces en présence. Exactement. Et avec toutes les bonnes et moins bonnes surprises effectivement de cette période. Mais oui, les crises ont des vraies vertus sur le révélateur de talent. Oui. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Nathalie sur l'accompagnement, enfin des compétences un peu soft skills ou savoir-être sur lesquelles, pour répondre à la question de est-ce qu'on modifie nos approches, voilà, on fait peut-être plus attention encore qu'avant à s'assurer que les profils recrutés, de manière générale, vont pouvoir vraiment s'inscrire dans ce qu'on appelle le jouet collectif, justement, parce que le collectif est en train de se recomposer, enfin, on est en train de réinventer une nouvelle forme. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra être collectif et que, comme les formes d'intégration, on les connaît pas encore, on en parlait tout à l'heure, on les expérimente, l'intégration à distance, etc. Mais du coup, on fait peut-être plus attention à ces compétences soft skills qu'avant, premièrement. Et puis, deuxièmement, alors peut-être plus concernant le recrutement de managers, la confiance. Voilà, on en a parlé à plusieurs reprises déjà. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment le fil rouge aujourd'hui de ce qui va permettre, qui sera une condition clé de la performance, tout simplement. Donc là, on a déjà basculé dans la deuxième thématique, mais tant mieux, tant mieux. Caroline, justement, voilà, une fois ces constats établis et quand on essaye déjà de se projeter sur un environnement restabilisé, revenu à une certaine forme de normalité, sans pour autant que ce soit, voilà, est-ce que le monde d'après sera celui d'avant plus moderne ? Où est-ce qu'on en est ? Comment est-ce qu'on peut imaginer ou se projeter finalement les attendus de demain en termes de profil, de métier, de compétences ? Oui, alors beaucoup de choses ont déjà été dites, mais peut-être, bon, évidemment, je vais commencer par une généralité, mais c'est que le travail hybride, il nous oblige vraiment à apprendre à travailler autrement. Parce que lorsqu'on travaille tous à distance, ce que vous disiez, Bénédicte, quand on travaille tous à distance ou tous au bureau, les règles, elles changent, mais elles sont communes à tous. En fait, là, avec le fonctionnement hybride, on croise les deux mondes, avec le défi de faire les bons choix pour favoriser le meilleur des deux mondes à chaque fois.
Donc, une question avec le sujet du travailler autrement, une question qui émerge assez rapidement, c'est celle des postures, des soft skills, qui sont spécifiques et qu'il faut favoriser pour qu'un collaborateur, un manager qui travaille en mode hybride, si on peut dire, soit performant et puisse exprimer son plein potentiel, peut-être même plus que performant. Donc, je dirais que de manière générale, en situation de travail hybride, il y a 2 compétences comportementales qui sont essentielles à acquérir pour les collaborateurs, sont l'autonomie et la capacité à travailler en réseau. Donc, par rapport à l'autonomie professionnelle, évidemment, le mouvement de développement de l'autonomie, de la responsabilisation était déjà bien entamé avant les histoires de Covid. Mais ça a permis d'accélérer et probablement de prouver que l'autonomie et la responsabilisation étaient la clé du succès. Donc l'autonomie, ça comprend l'organisation de son propre travail, la polyvalence dans les activités et la capacité à se remotiver soi-même après un échec, ce qu'on appelle la résilience. Ça implique aussi de savoir s'astreindre à des règles de fonctionnement que l'on se fixe, de s'autodiscipliner, et on a vu que c'était un sacré challenge parfois de s'auto-organiser lors des journées en télétravail notamment. Et à savoir choisir aussi quelles sont les journées, les activités qu'il est préférable que je fasse quand je suis sur site, les activités qu'il est préférable que je fasse quand je suis en télétravail, dans un tiers-lieu ou chez moi. Donc voilà, première grande thématique, c'est l'autonomie. Deuxième grande famille de compétences, c'est tout ce qui va tourner autour de la capacité à travailler en réseau. Donc là-dedans, on inclut la capacité à partager des informations, ça a été évoqué tout à l'heure, à rendre visible son travail, à savoir demander de l'aide et à aider les collègues. Cette dernière aptitude, elle est particulièrement importante parce qu'il faut vraiment prévenir le risque d'individualisme. Vous l'évoquiez tout à l'heure avec le découpage en tâches qui peut effectivement limiter la coordination. Et on sait que un travail hybride mal régulé pourrait entraîner une sorte d'individualisation du travail. Et donc, il faut évidemment l'éviter à tout prix. Un dernier point peut-être par rapport à ces compétences comportementales, c'est le risque de l'invisibilité qui doit être géré par chaque collaborateur. Chacun doit être vigilant à sa visibilité dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, une part du travail qu'on réalise loin des yeux des collègues, on réalise une part de notre travail loin des yeux des collègues, et du coup, effectivement, il peut être plus difficile pour un collègue de se représenter notre travail, le travail de l'autre. Et donc, le travail hybride impose à chaque collaborateur de savoir donner à voir ce qu'il fait, et à faire en sorte de faire connaître ses projets, leurs succès. Ça contribue également au partage d'informations, de bonnes pratiques. Et puis avec tout ça, effectivement, la thématique aussi du feedback qui devient aussi un peu clé. Donc ça, c'était ce que je pouvais dire un peu sur les soft skills, mais vous avez aussi beaucoup parlé tout à l'heure de quels sont les critères finalement pour faire le choix entre les activités que je fais sur site et les activités qu'il est préférable que je fasse en télétravail. Du coup, peut-être je voulais revenir aussi peut-être là-dessus, sauf si on l'aborde un peu plus tard. Oui, parce que là, on a déjà beaucoup de grains à moudre. Super, très bien. On le garde. On le garde pour la suite. On le garde. Oui, je voulais rebondir par rapport à vos derniers propos en disant que par rapport à ce critère d'invisibilité, ça peut marcher, je pense, aussi dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire, voilà, est-ce que ce collaborateur-là, voilà, quelle est sa part contributive à la marche de l'entreprise? Finalement, on l'a perdu de vue et puis l'entreprise continue de fonctionner aussi bien. Donc, voilà, a-t-on besoin de tous ces postes? Cette tâche-là est-elle si utile que ça? C'est un peu sévère, mais voilà, une crise, c'est aussi quelque chose qui est très révélateur et qui fait ressortir un certain nombre de points de faiblesse qu'on peut retrouver dans les organisations. Il y a des mots qui reviennent de manière très récurrente dans vos discours, les uns et les autres. Il y en a un, c'est le mot confiance qui revient. Alors là aussi, je vais faire un petit peu de publicité. Alors pour la fabrique d'assurance,
voilà, toujours une association de 1901 hein, qui n'a toujours rien à vendre, mais qui a précisément travaillé l'année dernière sur un livre blanc dont la thématique centrale portait sur la confiance et qui faisait ressortir que, alors entre autres choses, que le livre est épais, hein, il fait 140 pages quasiment, avec toute une partie qui est centrée justement sur les métiers, c'est que la confiance est un processus donc qui se crée, qui se met en place, qui s'entretient, qui est plus difficile d'ailleurs à construire qu'à perdre. Hein. Un faux pas peut être beaucoup plus fatal hein, et rapidement que de mettre en place de la confiance. Et puis, parmi ces mots qui reviennent, il y a autonomie. Alors, autonomie, peut-être, petite précision, l'autonomie, pour moi, c'est pas une compétence, c'est un cadre d'exercice hein, à l'intérieur duquel on va pouvoir exercer un certain nombre de compétences, organiser, s'organiser, hiérarchiser, rendre compte, aller chercher de l'aide hein, si on n'est pas en capacité de le faire. Bref, c'est tout un tas de compétences associées à l'exploitation pleine et entière du cadre à l'intérieur duquel une délégation a été donnée. Et du coup, ça nous amène deux autres mots supplémentaires. Bah, le dernier, je viens de le donner, c'est délégation, et l'autre, c'est responsabilité. Délégation, c'est pas se défausser de sa responsabilité, c'est à la fois garder la responsabilité, mais à donner à faire à quelqu'un d'autre, justement, ce dont on a la charge. Donc c'est une situation, une posture un peu particulière. On est toujours responsable, même si c'est quelqu'un d'autre qui fabrique. Et donc on doit nécessairement, et dans les postures de servant leadership ou de management, lorsqu'on est dans ces logiques inversées, le manager, il devient responsable des résultats de son collaborateur en fonction des moyens qu'il lui a donnés. Et les moyens, c'est pas uniquement des moyens techniques, c'est des moyens en temps, des moyens en compétences. Hein, lui donner la possibilité de développer ses compétences, d'aller en formation, d'avoir de l'aide, d'autres ressources pour y parvenir. Là, on a de quoi, une feuille de route hein, pour tout un chacun, RH, manager, collaborateur également. Voilà, il y a de quoi faire pour chacun. Vous voulez réagir par rapport à ces thématiques-là ? Oui, ben peut-être sur confiance, autonomie, responsabilité, je suis assez d'accord. Enfin, l'autonomie, c'est dans un cadre donné, donc c'est en capacité aussi de formuler à son collaborateur le cadre qu'on lui donne, dans lequel il peut exercer cette autonomie. Parce que si le collaborateur se pose la question tous les matins de savoir il peut y aller, il peut pas y aller, c'est pas ça l'autonomie, et forcément ça agit sur la confiance. Après, je pense que moi, j'opposerais pas le monde des hard skills avec celui des soft skills. Je pense que ce serait un peu dangereux de considérer que le monde de demain, ce sera soft skills et expérimentation uniquement. Je pense que le mode de travail à distance nécessite beaucoup plus de pilotage, d'une certaine façon de reporting, je vais employer le mot, sur certains métiers, qu'on ne le suggère aujourd'hui dans un modèle où chacun se cherche un peu. Enfin, ça commence effectivement dans ce pilotage sur je te délègue quoi, ton champ de responsabilité, enfin d'être au clair sur un certain nombre d'éléments qui parfois pouvaient aussi se régler entre deux portes. Donc c'est ne pas tuer cet entre deux portes, mais c'est de considérer que les non-dits seront jamais dits avec la distance. Et ça, je pense que c'est un point important. Et dans les compétences, c'est d'avoir aussi des personnes qui vont avoir cette capacité de piloter, d'entraîner, je fais un peu le geste là d'avoir des manettes vis-à-vis des collaborateurs, d'avoir quelque chose de très individualisé aussi dans leur management. On le disait, hein, c'est faire valoir son activité. Après, on sait aussi très bien en tant que RH que les contentieux qui vont arriver quand on voit plus les personnes, on les gère comment. Ce sont aussi des situations qui vont se présenter. Donc voilà, c'est finalement de ne pas opposer ces deux dimensions. Mais c'est d'avoir effectivement une vision quand même sur... C'est pas le bazar, le monde d'après. Ça nécessite un petit peu d'organisation dans un environnement à composer, je pense. Je crois que c'est ça sans doute le trait commun, c'est de sortir de cette approche manichéenne du présentiel, distanciel, de cette notion de hiérarchie dans une vision très verticale de l'entreprise, mais de s'inscrire davantage dans des complémentarités de rôles, de fonctions, de contributions, de compétences. C'est pas une compétence technique pure
ne vaut rien si elle ne s'accompagne pas de compétences comportementales. Mais de la même manière, une compétence comportementale n'a pas de sens si elle ne s'appuie pas sur un vrai savoir technique. Sinon, on parle dans le vent. Et c'est ce mix de tout ça qui fait le professionnalisme et qui redessine les métiers de demain. Enfin, nous semble-t-il, même si aujourd'hui on n'a pas la liste, hein, on fait de la prospective mais pas de la prévision, on n'a pas de boule de cristal, mais on voit bien qu'il y a quelques tendances quand même qui semblent se dessiner aujourd'hui. Pour rebondir sur la notion d'autonomie, de responsabilité et de confiance, du coup, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit et je pense que l'autonomie, c'est quelque chose qui, voilà, il faut un cadre, mais ce cadre doit être souple, ajusté un peu en permanence et c'est tout le problème de la relation managériale. Et c'est aussi la responsabilité du collaborateur de repérer les points sur lesquels, par exemple, il a besoin d'aide. Hein, Caroline disait dans les thématiques énoncées, demander de l'aide. Mine de rien, demander de l'aide, en tout cas dans la culture française, c'est pas gagné, c'est pas forcément évident. Il y a tout un truc à faire bouger dans les mentalités pour que les collaborateurs puissent dire attends, alors là, je ne sais pas, merci de m'aider. Alors merci mon manager, merci mon collègue, merci quelqu'un d'autre que j'ai croisé à un autre moment dans un projet. Je ne sais pas faire. Qui peut m'aider? Et mine de rien, juste poser cette question-là, c'est pas évident. Et là aussi, c'est à l'entreprise d'envoyer des bons signaux pour permettre ça. Et c'est une question de confiance. La confiance, c'est pas simplement, on le voit toujours sous l'angle, le manager doit faire confiance. Donc c'est toujours un truc un peu descendant. Mais on reste dans un paradigme un peu traditionnel en disant ça. La confiance, c'est transversal, c'est un peu dans tous les sens. Je fais confiance à Nathalie, j'ose lui poser une question parce que si elle n'a pas forcément la réponse à me donner, elle va quand même m'orienter et m'aider à me sortir de mon problème. Voilà, je pense que c'est un sujet. Tout à fait. Nathalie, vous vouliez réagir? Non, mais je souris parce que le qui peut m'aider, c'est aussi une solution digitale qu'on a sortie justement parce qu'il y avait besoin sur ce sujet. Vous alliez réviser avant, non? Non. Et non, je voudrais, en vous écoutant, je voudrais rajouter en fait quelques mots. Il y a le volet agilité. Je pense qu'il faut qu'on garde l'organisation agile qu'on a pu mettre en place et il faut qu'on fasse en sorte de la faire perdurer dans nos nouvelles façons de travailler. Pour moi, c'est quelque chose de central. On a parlé responsabilité, mais il y a des responsabilisations. Et je pense qu'il y a un vrai rôle du manager pour responsabiliser ses équipes, pour donner du feedback, pour pouvoir accompagner justement, mais aussi de piloter différemment. Parce qu'effectivement, je partage ce que dit Bénédicte, c'est une autre façon de piloter, c'est une autre façon d'avoir des résultats. Et il y a quand même un sujet de fond dont on n'a pas trop parlé, mais il y a quand même la performance, la mesure de la performance, les résultats. Et ça, c'est quand même, je dirais, le fil conducteur de tout ce qu'on est en train de faire. Et puis, un autre mot qui me semble important, c'est la transversalité. Parce que c'est vrai qu'on a appris à travailler avec pas mal d'autres fonctions et qu'il faut qu'on les garde parce qu'on se rend compte que quand on sait aller chercher les bonnes personnes et qu'on sait organiser notre réseau et qu'on sait travailler en communauté, eh ben on est beaucoup plus efficace et on fait des projets de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus optimale et qui répondent aux besoins de tout le monde. Donc, je pense qu'il y a aussi tous ces mots-là que je rajouterais à ce qu'on vient de se dire. Cette dimension de passer, revenir à un sport d'équipe. Une remarque d'un internaute qui disait mais comment développer l'autonomie au travail alors que la relation salariale repose juridiquement sur le lien de subordination. Évidemment, mais j'ai le sentiment que je ne suis pas certain que la question soit là. Bien évidemment qu'on est dans un lien de subordination. Ceci dit, quand un collaborateur a à exercer sa mission dans le cadre de sa fonction, pour trouver une voie de passage que les procédures, les règles en place et même toute la bibliothèque de ses expériences antérieures ne sont pas en capacité d'apporter une réponse valable, il y a une part de négociation, d'ajustement mutuel qui s'opère entre ce collaborateur et puis la personne pour le compte de qui il va trouver à exercer son poste, à exercer son métier. Et donc, sur cette dimension-là, forcément, c'est plus le lien de subordination ne peut pas s'exercer parce que c'est pas l'objet. Il y a cette part d'autonomie nécessaire, mais qui existe dans tous les métiers et qui fait même le métier. C'est pas avoir des compétences, c'est être compétent dans l'exercice de son métier pour inventer une solution. Et ça, c'est de plus en plus
dans l'ensemble des métiers, parce que dans les métiers de service, je pense que voilà, je me tourne vers notre expert, des experts. Dans nos métiers, c'est la qualité d'une relation interpersonnelle qui va faire finalement le ressenti de compétence, le ressenti de satisfaction ou d'insatisfaction auprès de celui qui le reçoit. Et là, ça se joue sur de l'indicible, ça se joue sur des choses qui reposent sur de la technique, bien évidemment, et sans doute plus encore qu'ailleurs, et ça c'était peut-être contre-intuitif, mais de plus en plus au-delà de ce lien juridique de subordination. Oui, alors je suis complètement d'accord avec ça. Ce qui est important, alors chez nous, mais pas que, hein, chez tout le monde, chez les assureurs aussi, bien sûr. Je dirais, c'est un peu l'intelligence de la situation, hein, quelque part. Il y a prestation de service, nous c'est expertise chez l'assuré. Chaque cas est différent. Il y a un cadre, bien sûr. Il y a un cadre de travail pour les conseillers clients, pour les gestionnaires sinistres, pour les experts aussi. Et puis, ce qui fait la performance, c'est savoir justement, non pas sortir du cadre, mais interpréter le cadre pour trouver l'intelligence, détecter l'intelligence situationnelle et adapter la réponse. Donc, c'est ça pour moi l'autonomie. Hein. Et c'est ça. Alors, quand je dis ça, c'est comme ça, c'est facile, mais c'est vrai que ça se construit, ça aussi. Ça s'organise, ça s'autorise, les montées en compétences, faire percevoir aux salariés concernés justement ce qu'on attend d'eux. Hein. Et donc, on s'intéresse plus effectivement aux résultats qu'au processus au sens précis du terme. Et le mettre en confiance, pour en revenir à la confiance, le mettre en confiance dans sa capacité à justement adapter le process général, il en faut bien, mais adapter au cas par cas en fonction des situations rencontrées. Et dans notre domaine, chaque sinistre est quelque part à une part de singularité. Donc, c'est très important. Peut-être juste oui. Pour rebondir sur la question de notre internaute. Oui. C'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal, mais moi je pense qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie sans cadre. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est pas faire, quand on est un collaborateur, ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. C'est tout l'inverse. C'est certes agir en utilisant son intelligence situationnelle, prendre des décisions quand on est dans son domaine de responsabilité, etc. Mais c'est agir dans un sens commun, dans un sens partagé, notamment en équipe. Et je pense que le travail hybride doit inviter chaque manager à partager ce cadre, à formaliser, je dirais même, ce cadre, partager la direction commune, le sens, formaliser le cadre, notamment en partageant des éléments de pilotage et collectif. Je pense que lors des réunions d'équipe, il est vraiment indispensable maintenant que de montrer ces tableaux, ces reportings collectifs pour que chacun voit la place qu'il a dans le collectif. Et c'est la condition presque de l'autonomie, je dirais. Et puis je voulais juste rebondir aussi sur votre point, Bénédicte. Vous disiez, je ne sais plus comment vous le formuliez, mais le travail à distance, vous avez dit c'est pas le bazar, quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas très bien dit, hein, mais. Mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que, et notamment pour rebondir sur le sujet des soft skills qui a introduit cette séquence, c'est qu'une des compétences qu'il va falloir développer, c'est cette capacité à formaliser, notamment dans les outils collaboratifs, à travailler de manière asynchrone et formaliser aussi davantage le qui fait quoi, le qui décide quoi. Parce que si le qui fait quoi, le qui décide quoi n'est pas formalisé, eh bien on ne peut pas être autonome en réalité. Parce que on ne sait pas si on a le droit de le faire ou pas, s'il faut le faire, si c'est à quelqu'un d'autre de le faire ou pas. Donc on ne peut pas être autonome si ça, ce n'est pas formalisé. Et je pense que, et je termine là-dessus, un des symptômes de ce manque de formalisation, je pense, dont on a hérité du passé, c'est le phénomène, une des conséquences, hein, pas la seule, c'est la visionnite. Ce qu'on a vécu, le fait de passer notre temps en visioconférence pendant les périodes de confinement, c'est probablement lié au fait qu'on se soit senti quelque part obligé de monter une visioconférence dès lors qu'il y avait un sujet de coordination. Et dès lors que le qui fait quoi, le qui décide quoi est plus clair, je pense qu'il y aurait une bonne partie des réunions qui auraient pu être évitées, quoi. Enfin, donc on retient, oui, autonomie et liberté, c'est pas la même chose. Ça répond aussi à une remarque, question d'un internaute sur l'intérêt et l'utilité des fiches de poste. Fiches de poste fixent quand même un cadre. Alors jusqu'où va-t-on voilà, est-ce qu'on définit une mission et puis après à chacun d'apporter sa part contributive en fonction de ses compétences, de ses capacités à la réussite et à l'objet recherché.
Est-ce que, alors, on a une question, parce qu'on est suivi jusqu'au Maroc. Je salue mon ami Driss de l'école de formation à l'assurance marocaine. Est-ce que vous avez une vision plus ou moins claire des métiers de demain? C'est une question assez récurrente. Vous avez Alors, 4 heures. voilà, il y a quelques journalistes aussi qui nous la posent très régulièrement. Bon, je peux Ouais. ouvrir la réponse. Nous, alors, relativement clair, ça serait peut-être un peu, ça manquerait d'humilité, voilà, si on disait ça. En tout cas, on voit les orientations. Nous, on est sur une base culturelle qui est technique, à la base. Les expertises, c'est d'abord des experts, des ingénieurs bâtiments, voilà. Et puis, par ailleurs, des gestionnaires qui sont là pour instruire le dossier sur le plan administratif, de dossier sinistre. Et donc, tout le monde doit évoluer, l'entreprise et donc ses salariés, tout le monde doit évoluer vers quelque chose qui soit complètement orienté client. Donc la relation client, l'orientation client et le parcours client aussi, puisqu'on parlait, quand on parlait d'intelligence situationnelle, c'est aussi ça, et ça joint le collectif d'ailleurs. Nous, notre travail commence au moment où on reçoit une mission d'expertise ou une déclaration par délégation, ça dépend. Et puis on va instruire, et puis à un moment donné, ça se termine parce que y a un rapport d'expertise qui aura rendu. Donc dans tout ce parcours-là, il y a différentes étapes, et notre objectif, c'est que l'assuré soit complètement pris en charge. Et donc il y a une histoire de parcours client. Donc pour les experts techniciens, ça veut dire ce qu'ils font déjà, mais continuer à se professionnaliser sur la dimension vraiment savoir-être, prise en compte de l'assuré sinistré. Je pense à la tempête Alex, pour citer un exemple d'événement climatique dramatique, là, en octobre. Bon, on voit bien l'assuré dans sa dimension psychologiquement atteint. Voilà, et donc il faut prendre en charge la personne et pas simplement le dossier, donc, pour le dire comme ça. Et idem pour les gestionnaires sinistres, qui sont aussi des conseillers clients, évoluer véritablement vers la relation client sur une base qui reste technique pour eux, qui est la base, on va dire, assurance, juridique assurance, pour simplifier. Donc, c'est l'orientation générale et des parcours de formation qui sont en œuvre dans toutes les entreprises, vont tous dans ce sens-là. Je confirme effectivement sur ce point, sur les domaines justement de compétences, donc l'évolution des métiers. On a aujourd'hui un pilote sur la fonction justement gestionnaire sinistre dommage aux biens, et qui devient beaucoup plus effectivement, et ce que vous avez dit, sur je prends en compte la personne et je ne saisis pas simplement des données sinistres. Donc ça veut dire j'ai ce contact direct avec la personne, avec toute la charge émotionnelle que ça peut contenir. Et puis à un moment je décide de l'indemnisation, je décide dans ce processus effectivement, et c'est pas le même métier. C'est pas le même métier, c'est pas le même parcours, c'est effectivement des compétences qu'il faut accompagner, parce que entre la saisie, on va dire traditionnelle, d'un sinistre, et d'avoir la personne, d'avoir des photos et de dire voilà, j'estime ces éléments-là, on voit bien que c'est une évolution assez majeure sur ces métiers. Après, il y en a bien d'autres, de la même façon, on travaille sur l'évolution des métiers de comptable. Voilà, entre robots sur la saisie et puis faire parler, analyser des tableaux de bord, c'est pas le même métier. Voilà, je donne quelques exemples comme ça, mais on est dedans. On est dedans sans avoir là aussi la recette miracle, mais ça passe par effectivement le parcours client, l'omnicanal, toutes ces données-là, je pense qu'on partage. Et qui se rapproche de celui du collaborateur. C'est ce que j'allais dire. Non, je pense qu'on rentre dans une période de grande transformation et de grande transformation des métiers. Donc, on a une vraie analyse à faire sur le métier, comment va-t-il évoluer, quelles sont les compétences dont j'ai besoin, mais même sur des métiers qui existent déjà. Est-ce que c'est des compétences qui sont à risque? Est-ce que c'est des compétences qu'il faut que j'aille chercher ailleurs? Est-ce que c'est... Donc, on va avoir toute cette matrice à travailler. Et puis ensuite, on parlait parcours client. Bien évidemment, il y a aussi toute cette orientation client, parce qu'on est tous dans la même perspective, c'est-à-dire cette orientation client, cette culture client, comment je l'intègre dans l'ensemble de mes dispositifs. Et puis après, il y a le parcours du collaborateur. Comment je vais lui donner envie d'évoluer? Quel design je vais mettre justement dans toute cette organisation pour qu'il évolue? Qu'est-ce que je vais lui faire vivre comme moment clé? Enfin, pour moi, il y a l'expérience hybridée du collaborateur, qui est un nouveau projet, mais qui est réel. C'est-à-dire il faut se poser la question de
dans tout ce qu'on a vécu, quelle expérience maintenant on va vivre et puis quel design je vais apporter à tout ça. Parce qu'il faut donner envie. Il y a cette notion de donner envie de se retrouver, donner envie d'être en collectif, donner envie de revenir, donner envie de partager. Il y a un vrai poids et potentiel humain qu'il faut qu'on développe. Sachant qu'on va tous rechercher les mêmes compétences aussi à peu près au même moment. Et c'est vrai qu'à titre d'anecdote, je discutais il y a peu avec un responsable comptable et en fin d'interview, je lui demandais ce qui, selon lui, avait le plus bougé dans son environnement immédiat, avec les conséquences, en termes de conséquences sur son profil de compétences attendues. Donc je m'attendais à ce qu'il me parle des évolutions réglementaires, des normes IAS, IFRS 17, des PRIPS, de la lutte anti-blanchiment, de Solvabilité 2, parce qu'il n'y a pas de raison que les comptables non plus y soient pas soumis, etc., etc. Et finalement, il m'a répondu ce qui change le plus dans mon métier, c'est le besoin de pédagogie. Posture, hein. Alors, pédagogie et posture, effectivement. Il me disait parce que finalement, auparavant, on faisait le bilan une fois par an et on l'adressait à des personnes qui savaient lire un bilan et un compte d'exploitation, qui avaient cette culture financière et comptable. Et puis aujourd'hui, quasiment tout le monde est business officer, responsable de son unité, et puis demande quasiment tous les jours des résultats comptables sans avoir la capacité de les interpréter, ces chiffres, avec le même niveau de compétence que quelqu'un dont c'est le métier, qui a été formé pour. Et donc, il faut interpréter les chiffres, il faut lui permettre de comprendre la signification de ce qu'on lui donne. Et du coup, ça demande, en plus des compétences techniques sur lesquelles on doit se renforcer, et ça c'était une des conclusions de l'étude qu'on avait faite déjà en 2018 sur les métiers de l'assurance au temps du digital, en plus de ces compétences techniques, il faut aussi y associer alors savoir-être ou savoir comportemental, ça fait réagir également sur les réseaux, hein, comment se comporter face à une situation, c'est dans ce sens-là qu'on l'utilise, hein, il ne s'agit pas de changer sa personnalité, d'aller également sur ce territoire-là. Par parallélisme, c'est pas d'être simplement un virtuose dans la manipulation d'un instrument de musique, c'est d'être capable non seulement de manipuler l'instrument, mais dans la finalité de faire passer une émotion pour jouer, interpréter un morceau. On est très poète à l'Observatoire. Mais alors, du coup, ça nous amène le sujet qu'on avait gardé sous le coude et qu'on n'a pas oublié. C'est précisément dans ce nouveau paysage qui est en train de se dessiner, où les métiers s'hybrident, se spécialisent, c'est plutôt ça le sens de ce qu'on observe. Est-ce que d'ores et déjà, il y a une certaine forme de dichotomie qui apparaît entre des métiers, on va dire, de production, sur des activités de gestion relativement répétitives, parce que tout n'est pas automatisable ou transférable sur le client, et puis des activités qu'on pourrait dire peut-être plutôt de conception, je ne sais pas comment il faut les appeler. Est-ce que la césure, elle est plutôt dans ces natures d'activités qui dépassent finalement la classification habituelle des métiers tels qu'on a l'habitude de les aborder? Moi, je pense que ça va être un des principaux challenges là, pour les mois qui viennent. Ça va être effectivement, vous l'abordiez un peu tout à l'heure, d'aider chaque équipe effectivement pour trouver le bon équilibre entre présentiel et distanciel, même si c'est encadré par les accords, mais surtout d'aider chaque collaborateur à s'y retrouver quand il revient sur site. Donc effectivement, le distinguo, le critère le plus courant qui est donné là aux collaborateurs pour les aider à faire le choix entre ce qui est préférable qu'ils fassent sur site et ce qui est préférable qu'ils fassent quand ils sont en télétravail, c'est le critère de est-ce que tu fais de la production ou est-ce que tu fais des activités plutôt de type innovation. Donc on sait très bien que le distanciel, il est très positif pour les activités qui n'est plutôt répétitives ou qui nécessitent de la concentration, tout ce qui est suivi de projet, déploiement des plans d'action, et que par contre les activités d'innovation, les tâches qui nécessitent de la créativité, de l'intelligence collective, ces tâches-là, on sait très bien que pour ces tâches-là, que le distanciel est beaucoup moins performant. On a vu, les nouveaux projets ont eu du mal à se lancer quand on était en full distanciel. Mais alors là, le point, et j'en reviens à votre question, c'est que ce distinguo-là entre les tâches de production et les tâches d'innovation, il est plus difficile à faire pour les métiers effectivement à forte dominante production. Et c'est vrai que là, et du coup, ça va être probablement un des challenges des DRH, c'est d'aiguiller et de coacher les managers et les collaborateurs eux-mêmes pour ne pas qu'ils aient complètement la même expérience de travail lorsqu'ils sont à la maison et sur site. Et je pense qu'on n'a pas encore les solutions. Je pense que ce sera d'autant plus difficile, effectivement, pour ces métiers à forte dominante production. Et donc, voilà.
Pourtant, il y a peut-être une part de métier, enfin, au sens sociologique du terme, qui va perdurer et qui correspondra justement à ces espaces d'inventivité, de créativité pour gérer le cas par cas. Et puis c'est un mix, je suis bien évidemment, on peut les séparer, effectivement, se dire production, conception, mais et vous l'avez dit Caroline, il y a une différence même dans un projet entre le lancement du projet qui nécessite une étape présentielle, et puis après une partie run qui permet aussi que l'on peut faire à distance avec tout l'intérêt du distanciel, parce que les agendas se règlent quand même beaucoup plus facilement, et je le vois dans un groupe où l'implantation régionale fait que on se déplaçait systématiquement, on a vu aussi qu'on pouvait avancer, et c'est cette alternance, et effectivement au-delà même des tâches, c'est ces moments, un moment de conception peut se faire et à distance, et en présentiel, mais peut-être pas au même moment dans un projet. Et c'est un découpage, je pense qu'il va falloir éprouver. Moi, je pense qu'il faut, on parle souvent de test and learn, on parle souvent d'expérimentation, de droit à l'initiative. Je pense qu'on y est. On y est parce que ça ne fonctionnera pas partout pareil, ça ne fonctionnera pas dans un même projet de la même façon tout au long du projet. Et c'est d'avoir cette capacité à expérimenter, faire les retours d'expérience, continuer, enfin, d'avoir cette discipline finalement, qui là aussi, alors je parais vraiment très, très, très raide, mais c'est au fur et à mesure de tirer les enseignements, ne pas se lancer dans un effet tunnel, ce qu'on avait peut-être l'habitude dans certains cas, mais de se dire ça marche, ça marche pas, et puis on corrige, et puis voilà, d'avoir et puis peut-être que d'ici 6-8 mois, une fois qu'on aura quand même un environnement de vraie vie, on aura éprouvé un mode de fonctionnement hybride, parce que nous, aujourd'hui, on n'y est pas. Les retours sur site se font progressivement, mais on ne sait pas ce que c'est que du télétravail normal 2 jours par semaine à grande échelle, dans un environnement hybride, justement. C'est de regarder un peu tout ça. C'est de se dire qu'est-ce qu'on a gardé. Tu disais, Nathalie, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Dans un parcours d'intégration, il y aura des moments qu'on va garder en présentiel, des moments qu'on va garder. Voilà, c'est s'autoriser tout ça et d'avoir une réflexion commune, de la partager, mais d'éprouver ce modèle-là. Est-ce que je suis naïf si je dis que finalement, demain, dans cet après qu'on est en train de construire, la performance du salarié, elle repose sur son engagement, sur son implication dans sa relation à l'autre, le client ou un manager ou un collègue, un père, toutes choses qui finalement n'ont pas de sens à mettre dans une fiche de poste. On n'impose pas l'engagement ou l'implication. Et donc il faut gagner cette envie de faire pour chaque collaborateur, et c'est un gage de performance. Je suis naïf ou c'est un incontournable si on veut réussir cette révolution servicielle? Vraie question. Ça, c'est une question de fond. Moi, je partage les mots, performance, engagement. En fait, j'étais en train de me dire qu'on est quand même en train de se poser la question de savoir quel est finalement l'accompagnement qu'on peut apporter à un collaborateur qui arrive dans l'entreprise, notamment au niveau des soft skills. Et là, on peut l'aider aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas assez. Et je pense qu'il y a quand même tout un dispositif qu'on pourrait lui proposer pour que justement on arrive à l'aider dans tout ce volet de la posture, pour que justement il gagne en aisance et en intégration. Et puis, un engagement, c'est aussi le faire participer, pour moi, à pas mal de choses à l'intérieur de l'entreprise. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il se sente complètement intégré dans l'ensemble des projets qu'on peut lui proposer. Et pour moi, l'engagement, il vient aussi de là. C'est réciproque, en fait, l'engagement. C'est-à-dire, si l'entreprise donne un certain nombre de dispositifs et un certain nombre d'actions et de projets intéressants aux collaborateurs, le collaborateur va s'investir et donc se sentira engagé. Et la performance, elle va avec, en fait. Tout le côté intérêt, tout le côté aussi créativité. On a fait beaucoup de choses d'innovation et de créativité à distance. On a appris aussi à travailler à distance. On a fait les nouveaux environnements de travail à distance. On a fait plein de choses à distance. On a appris à travailler avec des silences. On a appris à interpréter justement toutes ces relations à distance. Je pense qu'on a appris à apporter des nouveaux projets aux collaborateurs et on lui a appris justement à s'engager. Et je trouve que quand on écoute les managers et les collaborateurs, quand ils racontent leur histoire sur ce qui s'est passé pendant le confinement,
mais ils sont d'une richesse de création. Ils ont créé un nombre de choses. C'est juste impressionnant. Enfin, moi, l'humain et la façon dont ils ont réussi à maintenir la performance, à maintenir l'engagement et à trouver eux-mêmes les moyens, même si on a mis à leur disposition un certain nombre de dispositifs, mais ensuite, il a fallu qu'ils se les approprient. C'est juste impressionnant. Et il y a des très, très belles histoires humaines. Et quand on avait fait des mesures de ressenti dans des directions métiers, collaborateurs, managers, et on a confronté, en fait, le ressenti des uns des autres, c'était très, très riche. Et il y avait beaucoup de cohérence, en fait. Donc, ils ont trouvé leurs moyens aussi. Et ça, il faut qu'on s'appuie dessus. Hein. Je pense que c'est très important. Je suis assez d'accord. Et même s'appuyer sur ce qu'on a vécu, mais s'appuyer aussi sur ce qui préexistait. En plus. On l'a dit tout à l'heure, ça a fonctionné aussi comme ça parce qu'il y avait des relations de travail qui préexistaient, il y avait des cultures d'entreprise, il y avait des valeurs d'entreprise. Enfin, nous, on le voit parce qu'on fait tous les 2 ans. Alors là, c'était 3 ans. Vous comprendrez évidemment pourquoi. Un baromètre d'opinion sur l'ensemble de nos collaborateurs. On l'a fait sur la 2e quinzaine du mois de mars dernier. On a 81% de participation, on a 90% des collaborateurs qui se disent fiers de travailler chez Groupama. Bien évidemment, c'est pas l'évaluation de la crise, mais enfin, la crise aurait été mal gérée. Je pense que les chiffres s'en ressentiraient aussi. Mais ce qui apparaît néanmoins, c'est que ça a fonctionné parce qu'effectivement, il y a eu toute une gestion de crise, mais parce qu'il y avait un collectif de travail, parce qu'il y avait des valeurs qui ont fédéré, qui ont donné cette unité de vie qui a été maintenue. Donc, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur... j'allais dire, il y a 1 an, on ne se demandait pas pourquoi on venait au bureau. Donc, qu'est-ce qui fait aussi qu'on se pose autant cette question ? On a vécu des choses différentes, mais qu'est-ce qu'on a envie de garder aussi du avant ? Parce que si on oppose trop, me semble-t-il, des modèles de ça se range là, ça se range là, ça... J'ai peur que ça soit un peu raide au quotidien. Donc, c'est effectivement de réfléchir le modèle, mais en se disant, si un jour on fait de la conception en distanciel ou si on fait de la production en présentiel ou l'inverse, ça doit pouvoir fonctionner. Et c'est vrai que sur ces rencontres, c'est informel, quand on se retrouvait sur la machine au café, on n'avait pas l'impression non plus de vivre un grand moment de convivialité. Je pense qu'il faut aussi baisser un tout petit peu la pression sur les managers à qui on dit vous allez devoir enchanter vos collaborateurs quand ils vont remettre les pieds au bureau. Moi, je veux bien, mais je sais pas, il y a quand même des moments où ça me met un peu la pression de dire quel enchantement chaque matin on va faire vivre à un bout d'équipe. Parce qu'en plus, vous n'allez pas avoir toute l'équipe forcément tout le temps. Pour manager, on parle même d'événementialisation. Oui, alors c'est bien de se poser ces questions-là, mais il y a un moment, le quotidien présente aussi beaucoup d'intérêt. Et le côté manager-animateur tous les matins, je pense que rapidement, ça va... Pas sûr que ça... Puis il y a des salariés qui disent ne pas attendre trop de ce genre de choses. Non, mais c'est ça, je pense qu'il y a aussi des gens qui disent moi, mes attentes vis-à-vis de l'entreprise, c'est de venir faire le boulot qui m'intéresse, participer au petit déjeuner, au massage et à tous les événements QVT. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas forcément là-dedans. Hein. Oui, il y a un mot que disait Nathalie tout à l'heure, il y a une logique de performance aussi, alors que bien évidemment, moi j'aime bien parler plutôt du bien travailler ensemble plutôt que du bien-être ensemble. Le bien-être, c'est quand même particulièrement subjectif. Je pense que l'employeur est garant du bien travailler ensemble, avec effectivement des expériences ludiques, sympathiques et autres. Mais il y a un moment, c'est quand même de ces injonctions-là, avec quand même une individualisation extrêmement forte, tu le disais Nathalie, sur les attentes des collaborateurs et des choix de vie. Finalement, le confinement a fait rentrer aussi l'aspect, le pro dans le perso. Et bien après, on gère comment ces situations ? Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des collaborateurs qui souhaitent habiter à droite à gauche. Bon, on trouve ça formidable, c'est très bien. Au quotidien, c'est aussi le manager qui va devoir orchestrer tout ça. Donc, moi, je suis plus... En tout cas, ces moments-là, cette articulation-là m'interpelle beaucoup sur la façon dont on va événementialiser, vous l'avez dit Caroline, ou séquencer finalement. Après, il y a des pistes intéressantes, je pense notamment, par exemple, pour rejoindre qu'est-ce qu'on vient faire au bureau, par exemple, il y a des dispositifs, en termes de formation, il y a un dispositif qui est la FEST, qui est l'action de formation en situation de travail, qui peine un peu, on va dire, pour simplifier, qui peine à trouver son application. Hein. Bon, voilà, ça, je trouve que c'est une orientation, une piste intéressante, parce que, chez nous, mais comme un peu partout aussi, il faut reconnaître qu'on a été davantage
dans la transmission orale des process, des méthodes, de l'expérience. Je disais tout à l'heure, il y a une singularité du sinistre quelque part, même si, on va dire, un incendie ressemble à un autre incendie. En fait, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, l'intelligence situationnelle. Et donc, il y a de la transmission. Et quand les personnes, les gestionnaires sont ensemble sur le même site, autour de la même table, ah oui, alors tiens, toi, comment t'as fait? Ah ben oui, ça, le mois dernier, tiens, j'ai eu un truc qui ressemble, voilà, je vais pouvoir te le dire. Donc, tout ça, comment retraduire tout ça dans le mode de travail hybride? C'est un peu ça la question. Je trouve que la FEST est une bonne piste et je sais que nous, on s'y intéresse au niveau des discussions qu'on a au niveau de la branche et de voir comment on pourrait justement donner un cadre à la transmission alors en présentiel à travers ce dispositif-là et ce qui ferait une excellente raison, du coup, de venir sur site pour partager ça, et avec quelque chose de cadré, avec un tutorat, un programme, un séquencement, etc. Oui, c'est arrêter d'opposer finalement la formation où on apprend et le travail, le poste de travail où on n'apprendrait pas. Voilà. Il est bien évident que la pratique du travail est formatrice, ça s'appelle l'expérience, et ça se traduit au travers des collectifs de travail, parce qu'il n'y a pas qu'un geste technique qui s'apprend, il y a aussi une culture, des valeurs, une représentation des finalités, une identité qui se construit autour de tout cela. Je vois le temps qui file, et c'est sûr qu'on s'ennuie pas. Peut-être qu'on va continuer d'ailleurs à discuter entre nous une fois la fin de la séquence. On avait également dans les thématiques, on se posait la question quelle place pour les RH dans ce nouveau monde. On a déjà largement commencé à en parler. Est-ce que quelques éléments de cadrage et de situation qui vous remontent, Caroline, de vos expériences éparses? Oui, alors très rapidement sur ce dernier point, je l'ai dit en introduction, je pense que la fonction RH a vraiment gagné en légitimité, en reconnaissance, ces derniers mois. Moi, je pense que ça va être une sacrée opportunité, et compte tenu des sujets d'ailleurs qu'on discute depuis quelques minutes, la fonction RH va probablement être au cœur de la vie des collaborateurs. D'une part parce qu'il va falloir accompagner sur un tas de sujets sur lesquels on avance effectivement en marchant, quelque part, tous ces thèmes qu'on a évoqués. Donc, moi, je dirais, pour être très, très synthétique, je dirais que la fonction RH va plus que jamais se positionner en accompagnement et être au cœur du business, même si ça peut paraître un peu, marketing comme formulation, mais parce qu'il va y avoir tellement de sujets à accompagner, à discuter, à tester, etc. Qu'en réalité, c'est ce positionnement qui aura le plus d'efficacité, je crois. Une réaction Caroline a tout dit. Non, mais bien sûr, l'accompagnement. Moi, je lis ça aussi on disait tout à l'heure, un des enseignements, c'était la dématérialisation accélérée de tous les process, alors dont les process RH, du coup. Donc, alors, selon les entreprises et les secteurs, c'est plus ou moins avancé, mais je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur la dématérialisation des entretiens annuels, des entretiens professionnels, bref, tout ce qu'on peut considérer qui peut être économisé, enfin en tout cas automatisé sans du tout nuire à la qualité de l'information traitée, mais qui permettrait au RH de se déplacer, d'accorder davantage de temps justement à ces sujets d'accompagnement. Je pense que oui, il y a un grand besoin là-dessus. Puis j'ajouterais peut-être, alors je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, là, avec ces nouvelles formes de travail hybride, tout à l'heure on a un petit peu abordé la question du code du travail ou du lien de subordination qui était un peu... Donc on voit quand même qu'il y a un décalage quand même qui s'installe entre les normes juridiques, réglementaires au sens large et puis les nouvelles pratiques. Donc il y a peut-être aussi, c'est un peu moins, on va dire, glamour, mais c'est un peu aussi nécessaire sans doute de faire attention à la sécurisation juridique de la relation salarié, de entreprise, de la responsabilité de l'employeur sur des questions aussi de santé-sécurité. Voilà, il y a peut-être aussi des choses. Il ne faut pas en tout cas abandonner non plus cet aspect-là qui me paraît important. Nathalie, plus ou moins le mot de la fin. Plein d'idées. Non, je pense que la RH, elle va tenir compte de toutes les évolutions environnementales, sociétales dont on a parlé.
tout ce qu'on a pu vivre en termes d'individualisation, de nouveaux outils, de communauté, de nouveaux management, de compétences. Et elle va devoir intégrer tout ça dans sa feuille de route, en fait. Et délivrer une façon de travailler un peu différente et un engagement vis-à-vis des directions métiers. Elle doit vraiment, je le disais tout à l'heure, accompagner l'ensemble des transformations. Et elle doit, par rapport à ces transformations-là, être un peu aussi le coordinateur pour aller chercher justement tous les acteurs nécessaires pour accompagner toute cette transformation. Et là, on retombe sur l'agilité. C'est des dimensions aussi qu'il faut qu'on intègre dans le volet de la RH et tout le volet de la transversalité, pas fonctionner toute seule, mais justement avec tous les autres acteurs pour accompagner justement les évolutions. Et je garde bien aussi dans le mot de la fin la notion de performance. Il ne faut pas oublier pourquoi on travaille, pourquoi on vient au bureau, pourquoi on travaille à la maison, mais c'est aussi par rapport à cette performance et par rapport à nos clients. Bien sûr. Bénédicte, pour clore cette table ronde. Très rapidement, en introduction, on a dit qu'il n'y avait pas un DG qui sortait sans son DRH. Le défi, c'est de continuer à ce que le DG sorte avec son DRH, quels que soient les sujets, et pas simplement en situation de crise. Donc, je pense que voilà, ce sera mon mot de conclusion. Oui, bien sûr, c'est évident. Merci à chaque participant pour cette implication, cet engagement, cette passion dans nos échanges.